Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver sur Direct Présidentiel 2015, l'émission politique consacrée à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Pour ce numéro, nous recevons M. Ba Enoch, c'est bien Ba Jean Enoch. Voilà, il est le président du Congrès pour la Renaissance ivoirienne, en abrégé CRI, à ne surtout pas confondre avec le CRI panafricain de son nouvel allié de la CNC, Abel Naki. Ba Enoch, il faut le retenir, est aussi membre fondateur de la Coalition nationale pour le changement, CNC, et où il occupe désormais le poste de vice-président. Monsieur Ba Enoch, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chef. Vous séjournez depuis quelques jours à Paris, ici, semble-t-il, pour redynamiser votre parti et installer la représentation France de ce parti. Est-ce que vous pouvez nous faire part du reste de votre agenda? Vous dis d'abord merci pour l'occasion que vous me donnez de parler à mes compatriotes et au monde entier sur la question de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que effectivement, nous sommes venus ici pour investir en fait la délégation France de notre parti. Et le président donc de cette délégation est là avec nous, M. Somplé Fernand, et dit que à la suite de ce programme qui a été exécuté normalement, nous avons bien entendu d'autres programmes à exécuter dans les activités de la CNC dont nous sommes membres. Donc nous avons aussi un certain nombre de programmes relatifs aux rencontres avec certains de nos compatriotes qui résident en France, bien entendu, quoique nous ne soyons pas chargés de la diaspora européenne, mais je pense bien entendu que nous pouvons le faire dans le souci d'harmonisation. Voilà. Justement, parlant de la CNC, nous venons d'apprendre par le biais des réseaux sociaux qu'un nouveau délégué France de la CNC vient d'être installé, un vice-président chargé de l'Europe vient d'être installé. Qui est-il et quelle est sa mission? Moi, je n'ai pas connaissance de cette nomination. Je pense que les nominations au niveau de la CNC se font à Abidjan. Et donc, les porte-parole désormais de la CNC qui sont habilités à parler, à donner la voix de la CNC sont M. Jean-Jacques Bessiot, ancien ministre, Kwadio Kona Betin, député, et Soko Waza, président du parti. Donc, vous vous inscrivez en faux par rapport à ce qui s'est dit sur un certain nombre de personnalités qui ont été nommées. Je n'ai connaissance de rien. Donc je ne peux pas m'inscrire en faux ou en vrai. Voilà, donc je ne suis pas informé. Alors, M. Ba Jean Enoch, votre parcours politique n'est pas des plus connus, c'est vrai. Par contre, vos pirouettes sur la scène politique défraient la chronique. Ancien de l'UDPCI, votre mentor a été à un moment donné le général Mathias Doué, que vous vouliez d'ailleurs soutenir à la présidentielle de 2010. Et puis, comme un papillon, quand cette piste s'est refroidie, vous êtes devenu un partisan du candidat du RDR, Alassane Draman Ouattara, que vous avez soutenu à la présidentielle de 2010. Aujourd'hui, on vous retrouve à la CNC, dominée par l'ombre du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui vous fait courir au juste, M. Ba Enoch? Mais nous ne courons pas. Nous ne courons pas. Nous sommes dans une logique. Vous savez que faire la politique, ce n'est pas un jeu du hasard. On vient à la politique par conviction. Et les convictions sont toujours fondées par des faits, par des désirs, bien entendu des ambitions et des désirs de justice. Je pense que c'est dans ce but que nous sommes venus à la politique. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que nous avions été des premiers militants du FPI, sinon des premiers responsables du FPI. Puisque déjà en 1990, je fus deuxième secrétaire général adjoint du FPI dans la commune d'Agamé. Ça, nous ne le savions pas. Merci de nous donner l'information. Voilà, ça vous ne l'avez pas dit. Je suis parti, bien entendu, du FPI parce que le FPI a décidé pendant ce temps, disons après un coup d'État, bien entendu, de soutenir le général Robert Gueye, qui là était là en l'état un putschiste. Parce qu'il venait là de renverser un régime légitime, légal, pour s'installer au pouvoir. Alors que ce que le président Laurent Gbagbo nous a enseigné au FPI, c'est la démocratie, la légalité. C'est donc au nom de la démocratie que nous n'avons pas adhéré au gouvernement de Houphouët-Boigny, qui disons-on était un gouvernement dictatorial,
c'est au nom de la démocratie que, bien entendu, n'ont pas adhéré également au gouvernement de M. Henri Konan Bédié, sous prétexte que c'est un gouvernement de dauphins constitutionnels. Bon, pour nous, il était véritablement aberrant d'aller porter un soutien ou alors légitimer un gouvernement de quelqu'un qui vient de faire un coup d'État. Ça, c'est un fait. C'est ce qui nous a fait partie du FPI. Maintenant, dire que nous avons soutenu le général Robert Guy. Non, pas le général Mathias Doué qui, semblait-il, serait votre candidat. Vous l'aviez choisi. Oui, mais écoutez, nous avons créé le Congrès pour la Renaissance ivoirienne parce que nous avons compris à un moment donné que les partis politiques en Côte d'Ivoire se créent, définissent des lignes que les leaders ne pratiquent pas. La démocratie est une vertu. Voilà, c'est une vertu qui consiste en l'égalité, des chances en l'égalité devant les lois, etc. Partant, pour nous, cette vertu doit pouvoir être appliquée comme les gens l'expliquent aux militants, comme les gens le répandent le plus souvent aux côtés des populations. Or, dans la mise en œuvre de cette démocratie à l'intérieur des partis politiques, il y a un problème. On a toujours comme l'impression que les gens créent des partis politiques, ils y exercent la dictature. C'est comme aujourd'hui, nous le voyons, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, combien les militants du PDCI sont opposés. Quand vous causez, vous parlez avec des gens qui sont issus du PDCI, des responsables qui après tiennent des meetings pour dire et défendre Mordicus, l'appel par exemple de Daoukro, vous vous rendez compte que c'est du pipeau parce que ces gens viennent vous dire, ben écoutez mon cher, on est obligé d'y être, sinon vraiment on vous soutient. Cela veut dire quoi? Donc, à partir de là, nous sommes pour la transparence, nous sommes pour la démocratie et nous estimons qu'un leader politique doit être un censeur, il doit être un donneur de leçons, quelqu'un qui instruit les populations par ses actes, par ses comportements et par ses discours. Donc les discours doivent être proportionnels aux actes que les gens posent. Quand cela n'existe pas, moi je ne me gêne pas de parti, c'est comme ça. Nous avons voulu prendre notre autonomie vis-à-vis de tout parti politique. Comme vous le dites, le général Doué Mathias est un citoyen ivoirien qui a été évincé selon nous de ses fonctions d'une manière que nous n'avons pas appréciée au départ. Et il s'est proposé d'adhérer à notre parti politique. Et puis, venue la question des élections présidentielles, il s'est proposé d'être le candidat. On a accepté, bien entendu, au cours d'un bureau politique, d'un comité central, on a accepté sa candidature. Il s'est trouvé que le moment venu, le général Doué désiste. Qu'est-ce que nous faisons? Quand il a désisté, vous avez choisi automatiquement le candidat du RDR, Alassane Dramane Ouattara. Nous avons choisi le candidat que nous pensons revêtir l'espoir des populations ivoiriennes. Parce que la Côte d'Ivoire avait plus que jamais besoin de développement et d'unité, bien entendu. Et donc, justement, à ce moment précis, oui, voilà ce que vous disiez quand vous combattiez Laurent Gbagbo, oui, et je vais vous citer. C'est ça. Je connais la politique et ses enjeux. C'est ça. Je suis conscient de l'impact de la politique sur la vie quotidienne de mes concitoyens et je ne saurais, au nom de quoi que ce soit, pactiser avec le diable pour affaiblir mon pays et mon peuple. C'est d'ailleurs tout le sens de mon soutien à la candidature d'Alassane Ouattara au présidentiel actuel. Fin de citation. À voir aujourd'hui de l'état de la Côte d'Ivoire, de quel côté se trouve le diable désormais? Ben, je vais vous dire une chose, cher frère, avant de répondre à cette question. Vous dire que, effectivement, en ce temps, M. Ouattara, pour nous, incarnait l'espoir des populations ivoiriennes. Parce que, vous savez, notre pays avait besoin de développement. Mais mieux, notre pays avait besoin d'unité. D'unité parce que nous étions en crise, nous étions en guerre. Et nous estimons que quelqu'un qui a aussi subi le martyre de l'exclusion, à un moment donné, pouvait être l'épicentre vraiment d'un processus de réconciliation et de réunification de la Côte d'Ivoire. C'est cela qui a fondé notre espoir, M. Ouattara. Ben, il s'est trouvé effectivement qu'à la suite des élections présidentielles, M. Ouattara nous a montré un autre visage. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous le combattons. Pour vous démontrer que nous sommes logiques dans notre action et que nous ne suivons pas des individus, mais que nous suivons une ligne qui est la nôtre. La ligne de la démocratie d'abord, la ligne de la vérité, la ligne de la justice. On vous accuse de soutenir la ligne de l'instabilité politique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? L'instabilité politique aujourd'hui se trouve de quel côté? C'est à vous de nous répondre. Voilà, elle se trouve du côté de M. Ouattara, qui, en toute violation de la Constitution, aujourd'hui, prend un dossier de candidature et va la déposer. Alors qu'il sait qu'il est frappé d'un arrêt de la Constitution qui l'en interdit.
Donc, de quel côté se trouve l'instabilité? Oui, non, mais on va revenir à ça, on va revenir à ça. Excusez-nous, on va revenir à ça, parce Oui. que le président Ouattara et le président sortant, je ne sais pas par quelle alchimie vous allez trouver le moyen de l'empêcher. Il ne s'agit pas d'alchimie. On va revenir à ça, Voilà. on va revenir à ça. Voilà, Et ok, on va revenir à ça. Alors, en 2010 aussi, vous dénonciez la tribalisation du débat politique national. Vous vouliez surtout qu'on sorte de la haine et de la démagogie, du favoritisme, du faux patriotisme, des destructions d'emplois et des biens des citoyens et du pillage des ressources du pays pour entrer dans une nouvelle ère, celle de la reconstruction et de la réconciliation. Alors, 4 ans après, les prisonniers politiques du nouvel ordre politique établi à Abidjan, que vous avez soutenu au départ, sont estimés, selon les organisations des droits de l'homme, à près des milliers. Ensuite, le rattrapage ethnique que vous vouliez combattre est aujourd'hui à son pic. Cher frère, monsieur le président du CRI, est-ce que vous avez une réponse à ça? Nous avons une réponse à tout ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons œuvré à la mise en place, à la création de la CNC. Vous dites que on peut se tromper, hein? On peut se tromper, on peut être trompé. Et nous pouvons dire que nous avons été trompés. Qui vous a trompé? Un individu comme M. Ouattara. Par M. Ouattara. Nous avons été trompés par M. Ouattara, qui nous a donné un visage d'ange et aujourd'hui qui nous montre le contraire. Qui montre le contraire à tous les Ivoiriens. Parce que ceux que Alassane Ouattara appelait hier à le voter sont aujourd'hui d'autant plus déçus que moi. Ça, je vous le dis. Beaucoup encore sont attachés à suivre Ouattara pour des questions de prébande. C'est vrai. Pour des questions sociales et surtout par peur. On pourrait vous retourner la question. Est-ce que vous n'avez pas quitté Ouattara parce que vous n'avez pas reçu de prébendes? Non, monsieur. Si nous n'avons pas de raison d'ailleurs de le quitter. Parce que nous disons aujourd'hui que nous avons œuvré à ce qu'il soit là. Donc, si nous continuons à le soutenir, bien entendu, nous aurons les prébendes. Ah non, il y en a qui ont dénoncé son ingratitude. Moi, je ne dénonce pas son ingratitude. Sur ce même plateau, nous avons reçu le président Naki Kobena, qui s'estime lésé, qui n'a rien reçu. Il a ses raisons. Vous allez refaire un peu le passé avec moi. Au moment où M. Ouattara était encore au Golfe, et que la guerre commençait déjà à sévir en Côte d'Ivoire, et que ces troupes commençaient déjà à marcher sur les populations ivoiriennes pour venir conquérir le pouvoir d'État, bien entendu, j'étais l'un de ceux qui ne marchaient pas pour la guerre. Et donc je suis parti du Golfe. Je n'ai pas d'abord approuvé cette façon de faire, cette stratégie qui consiste à conquérir le pouvoir d'État par des armes. Ça, je vous le dis, je n'ai pas partisé avec cela. Et déjà, je peux vous informer ici que pendant ce temps, un journal écrivait que M. Ba Enoch a trahi. Oui, je n'ai pas trahi, je suis cohérent. En son temps, voilà ce que je proposais. Je disais aux amis qui étaient pour la guerre contre la Côte d'Ivoire que pour moi, on ne peut pas, au nom de la démocratie, faire la guerre à son pays. Aucunement. Je suis opposé scrupuleusement à cela. Ce que j'avais proposé, l'alternative que j'avais proposée est la suivante. Monsieur Laurent Gbagbo veut négocier, allons à la négociation avec lui, demandons-lui de surseoir à la question électorale des élections législatives, allons à un référendum constitutionnel pour que la Côte d'Ivoire sorte de l'état du régime présidentiel fort dans lequel nous sommes pour aller à un régime parlementaire. Ce qui fera que, à la suite de ce référendum, nous allons organiser les élections législatives et celui qui aura, le Premier ministre qui sortira majoritaire à l'Assemblée nationale pourra gouverner le pays. Pour moi, c'était une stratégie qui nous sortait carrément de la guerre de tuerie. C'était une excellente stratégie d'ailleurs. Les gens, je n'ai pas été suivi, monsieur. Je peux prendre à témoin ici Mme Constance Yahi, à qui je donnais constamment mes propositions. J'ai dit, mais les Ivoiriens ont été tués depuis 2002 jusqu'à maintenant. On doit encore tuer des Ivoiriens pour devenir président, pour apporter quel genre de bonheur à la Côte d'Ivoire. C'était d'abord ma préoccupation. Je n'ai pas été suivi. Des gens étaient aidés avec leur stratégie et ils sont allés jusqu'au pire en assassinant des populations ivoiriennes sous prétexte que M. Laurent Gbagbo refuse de partir. Pour moi, que Ouattara et sa clique nous disent ici maintenant quelle est la loi ou quelle est la disposition constitutionnelle qui les autorisait, eux, à prendre des armes contre leur peuple
pour venir au pouvoir lorsque quelqu'un confisque leurs résultats. Qu'on nous le dise, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était un contentieux électoral. Pour un contentieux électoral, la seule voie qui comptait, c'était le recomptage. Voilà. Mais mieux, Ouattara vient au pouvoir après avoir fait la guerre. Il n'est pas capable, il n'est pas en mesure, bien entendu, de recompter lui-même les voix pour essayer d'éponger en fait le contentieux électoral qui existe. Qui fait aujourd'hui que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas nous dire si c'est Ouattara qui a gagné les élections de 2010 ou si c'est Laurent Gbagbo qui les a gagnés. Sur ce sujet, on vous a très bien compris, M. Baïnok, et on va sortir un peu de votre vie politique et de votre passé politique, on va dire comme ça, pour revenir à l'actualité de la présidentielle, surtout à la CNC. Oui, mais même parlant de ma vie politique, je vous dis, prenez tous mes discours de 90 jusqu'à ce jour, je suis cohérent. Baïnok est un démocrate dans l'âme. Je ne suis personne. Je ne suis pas manipulable ni par un premier ministre, ni par un président de la République, ni par qui que ce soit. J'ai une ligne et tout le monde, tous ceux qui sont dans la politique en Côte d'Ivoire savent que Baïnok a une ligne qu'il ne faut pas dépasser. Lorsque on emprunte un chemin de non-retour, un chemin de la barbarie, on ne marche pas, on ne compte pas avec moi. Voilà. C'est très bien compris. La CNC a-t-elle prévu un candidat unique? La CNC au sein de laquelle vous êtes désormais affilié. Est-ce que la CNC a prévu un candidat unique? Je pense que vous avez la charte de la CNC. Oui. Dans la charte de la CNC, la candidature unique est une éventualité. Elle dépend fondamentalement de la marche de chacun de nous, de comment nous avons piloté notre action et comment nous sommes arrivés à la question de la candidature. C'est une question de consensus. Je pense que le moment venu, on va l'aborder. Mais je peux déjà vous informer que nos frères qui sont au pays continuent à travailler là-dessus. Et je crois bien, les dernières informations que j'ai, c'est qu'une commission a été formée aujourd'hui par le président Bani même pour réfléchir fondamentalement sur la question, d'abord, de la candidature de la CNC à cette présidentielle. Et s'il devait avoir candidature, qui allait être le candidat de la CNC ou quels sont ceux qui devaient être la candidature. Justement, mais en parlant toujours de la CNC, et ce n'était pas prévu dans votre charte d'avoir un président. Désormais, vous avez un président et donc les observateurs penchent. C'est ce que je vous dis. Les observateurs penchent pour un candidat unique qui serait banni. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Nous sommes d'accord. Je n'écarte pas l'hypothèse d'une candidature unique. D'ailleurs, c'est mon souhait, moi. Il faut dire que la structuration de la CNC répond à un souci. Le souci de mettre fin à la cacophonie qui régnait en son temps, en notre sein, où chacun pouvait se lever et puis donner des instructions au BR que nous avons mis tous en place, où chacun pouvait se lever pour s'ériger en porte-parole de la CNC. Donc, c'était pour mettre fin à cette cacophonie que nous avons décidé de structurer la CNC, pour que désormais, parlant de telle ou telle question, on sache qui est la voix de la CNC, qui est habilité à l'intérieur de la CPCD d'en parler. Donc voilà, c'est tout. C'est donc par souci de cohérence que nous avons essayé de procéder à la structuration de la CNC. Mais je vous dis que la possibilité d'une candidature unique n'est pas écartée. Moi-même qui vous parle, j'en suis partisan et j'espère que dans les jours à venir, vous entendrez quelque chose. Mais la question, c'est quoi? La question fondamentale, nous qui nous préoccupe au CRI, et je pense qu'il préoccupe également toute la CNC parce que nous en parlons constamment, c'est l'opportunité des candidatures. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons revendiqué aux yeux du monde, et nous avons revendiqué par conviction que M. Ouattara, à la suite du fait que M. Ouattara a créé une CI partisane, même s'il y a injecté quelques gens pour crédibiliser son action. Oui. Bon, donc devant quel CI là, nous, CNC, devons nous déposer des candidatures. C'est là la problématique. Donc, pour nous, les questions même des candidatures ne sont pas à l'ordre du jour. Les questions à l'ordre du jour aujourd'hui au niveau de la CNC doivent être les questions de mobilisation. Comment faire pour amener Ouattara à la table de discussion? Comment faire pour que Ouattara n'aille pas aux élections s'il essaie de tenter son passage, de continuer dans son entêtement qui consiste à faire un passage en force? C'est tout ce qui nous préoccupe au niveau de la CNC. On va résumer. Voilà. Vous avez engagé un président au niveau de la CNC. Oui. Vous êtes convaincu que la Côte d'Ivoire peut changer demain, mais ça ne peut passer que par des élections.
Et vous êtes convaincu aussi que Ouattara, avec la CEI actuelle, n'est pas prêt à changer tout le dispositif qu'il a mis en place. Alors, est-ce que la CNC, telle que les choses se présentent, est prête à aller à ces élections? Ou alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous avez comme stratégie, comme plan B? Nous disons que nous nous sommes organisés, bien entendu, pour aller aux élections. Mais nous n'allons pas à n'importe quelle élection, à des élections signées à Alassane Ouattara. Nous n'allons pas à des élections signées à Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vraie question. La CNC veut aller à des élections crédibles. Crédibles de par la manière de les organiser. Crédibles de par l'instrument qui organise ces élections. La Constitution de la Côte d'Ivoire prévoit une commission nationale indépendante. Voilà, une commission indépendante électorale. La commission actuelle, présidée par M. Youssouf Bakayoko, qui n'a pas daigné un seul instant hésiter à aller au golf, le QG d'un autre candidat, au moment où quelqu'un d'autre encore tenait les rênes du pouvoir pour proclamer des résultats en faveur de son frère, pour nous, ce n'est pas ce Youssouf Bakayoko qui doit présider encore la destinée de la CEI. C'est pour cela que nous disons que pour nous, cette question même électorale-là, n'est pas de candidature, n'est pas à l'ordre du jour. La question électorale est certes à l'ordre du jour, mais la question de candidature, pour ce qui nous concerne, n'est pas à l'ordre du jour. Regardez par exemple le taux de recensement électoral. Nous avons des partisans au niveau du FPI. Pendant ce temps encore, on régnait dans une sorte de cacophonie au niveau de la CPCD, qui avait appelé en son temps au boycott. Mais quand vous regardez les résultats des recensements électoraux, mais vous constatez que les Ivoiriens ne sont pas allés. Nous ne pouvons pas aller aux élections. Voilà, nous ne pouvons pas aller aux élections avec les partisans de Ouattara, qui l'a mobilisé unilatéralement pour aller aux élections. C'est pour ça que je vous pose la question, M. Baïno, quel sera votre plan B? Parce que notre plan, c'est de créer... Le président Ouattara n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Oui, il va le changer, parce que nous sommes prêts à créer les conditions d'une masse critique. Je vous informe, la CNC travaille à créer les conditions d'une masse critique, qui va contraindre Ouattara à changer ce qu'il a mis en place pour gagner les élections au premier tour. Oui, nous voulons créer, nous sommes en train de créer, nous travaillons à créer les conditions d'une masse critique. Il faut mobiliser les Ivoiriens, il faut les sensibiliser, il faut leur parler. Parce qu'il s'agit de la destinée de la Côte d'Ivoire et de tout le monde, de tous les Ivoiriens. C'est de cela qu'il s'agit. De sorte à ce que chacun soit prêt à ne pas aller à ces élections-là, truffées déjà, où Ouattara se dote déjà de près de 82% de voix. Oui, nous ne sommes pas prêts à aller à ces élections. C'est de cela qu'il s'agit. La masse critique contraindra Ouattara à revenir à la table de négociation. S'il ne le fait pas, bien entendu, il constatera comme au Burkina Faso ce qui s'est passé. Les Ivoiriens, je pense qu'ils ont eu peur pendant plus de 5 ans. Oui, parce qu'on les a matés, parce qu'on les a effrayés, on a tué des gens pour des marches, pour des meetings. Ça a été fait, on a monté ses partisans, on les a armés pour attaquer des gens, d'honnêtes citoyens qui veulent parler, qui veulent s'exprimer. Mais je pense que toute chose a une fin. Et nous pensons que cette fois-ci, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas prêt à lâcher sa constitution. Et pourtant, Afi N'Guessan, que le président du FPI, qui fait partie aussi de l'opposition, vient de faire son investiture et il est prêt à aller à ces élections sans condition. Vous avez reçu ici Afi, il vous a donné ses raisons. C'est un frère, je n'ai pas besoin de lui donner une réponse. Si M. Afi, moi j'ai parlé avec lui personnellement, et je suis persuadé que M. Afi, tout comme moi, sait que cette commission électorale-là n'est pas crédible. Il me l'a dit. Oui, M. Afi N'Guessan me l'a dit. Il ne cesse de le dire. Il me l'a dit chez lui à la maison. Donc, s'il pense qu'il peut aller à une telle élection pour gagner, c'est tant pis pour lui. Ce que je sais, c'est que un candidat crédible aujourd'hui, un Ivoirien crédible aujourd'hui, qui pense qu'il peut aller à une élection pour la gagner, ne peut pas se hasarder à s'inscrire sur la liste des candidatures avec cette commission électorale. C'est ça qui est la réalité. On vous a très bien compris, M. Baïnok. Le sujet qui fâche aujourd'hui et sur lequel même la CNC, au sein de la CNC, tout le monde n'est pas d'accord, c'est bien la question de l'article 35 qui porte sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Cette affaire ravive encore les tensions et le président Mamadou Koulibaly, par exemple, demande qu'on cesse de parler de cette affaire. Vous, tout à l'heure, vous évoquiez la question. Comment est-ce que vous voyez cette affaire? Est-ce que Ouattara peut aujourd'hui postuler à la présidentielle 2015? Est-ce qu'il peut? Si Ouattara est respectueux des lois ivoiriennes, si Ouattara a été
garant de la constitution ivoirienne pendant 5 ans, je pense qu'il doit avoir l'honnêteté de se retirer de cette poste parce qu'il sait, je l'ai dit tout à l'heure, il sait que lui, Ouattara, a un problème avec l'article 35. Mais il peut même ne pas en avoir. Il peut ne pas en avoir. Comme il le sous-tend, comme il le prétend. Mais Ouattara sait, il a des juristes autour de lui. Il a été frappé d'un arrêt de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Peut-il accepter, lui, d'être candidat dans ces conditions? S'il le fait, c'est du banditisme. S'il le fait, c'est du banditisme. Ça veut dire que Ouattara s'inscrit dans une logique de guerre. C'est ça qui est la réalité. Ouattara a été frappé par un arrêt de la Cour suprême. Je vais vous dire une chose. La justice peut vous condamner alors que vous n'êtes pas coupable. Mais la décision de condamnation s'applique à vous. Vous comprenez? Pour que vous soyez un citoyen honnête, vous devez accepter que cette décision s'applique à vous. Quitte après à constater une erreur judiciaire. Mais vous ne pourrez pas dire, non, comme je n'ai rien fait, la décision de condamnation actuelle là ne doit pas s'appliquer à moi. Vous êtes un hors-la-loi. Et la force doit pouvoir, la force de l'État, la force de la loi, doit vous contraindre à vous faire appliquer la peine en question. Monsieur Ouattara le sait. Même s'il nomme son petit frère comme président de la Cour constitutionnelle, mais le monde les regarde. Ouattara pense qu'on peut jouer avec les mémoires, les consciences des citoyens du monde. Je pense qu'on a manipulé le monde entier à faire la guerre à un pays qui venait de sortir d'une crise armée, qui a été fabriquée, entretenue par lui-même. Aujourd'hui, des gens ont été assassinés, des génocides ont été commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé les auteurs des assassinats de Naïbli. Alors qu'il y a des films qui circulent au cours desquels le préfet de Diokwe était arrêté là au moment où on poursuivait des guerriers. Et jusque-là, il n'y a pas d'acteur. Mais écoutez, il faut que... Moi, je pense que ceux qui se disent amis de Ouattara... À un moment donné, il faudra que tout ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Donc, je pense que, pour être honnête, Ouattara, si lui ne l'a pas été, je pense que le président du Conseil constitutionnel qui l'a nommé là, le sera. Parce que je suis persuadé que Ouattara, en lieu et place même de l'article 35, est frappé d'un arrêt de la Cour suprême de Côte d'Ivoire qui fait de lui inéligible. Ça suffit. Maintenant, quand il nous parle de jurisprudence à San Pedro, nous lui disons que non. La jurisprudence signifie une décision de justice antérieure. Or, la décision de Laurent Gbagbo, qui elle-même a fixé ses limites, ne peut pas être considérée comme jurisprudence parce que ce n'est pas une décision de justice. La seule décision de justice en matière électorale en Côte d'Ivoire, c'est l'arrêt Tiakone de 2000. Qui a fait de lui inéligible. C'est l'arrêt Tiakone de 2000 qui a fait de Bédié inéligible. Oui, mais pour aller à la paix, est-ce qu'on ne pourrait pas ce que je vais vous dire, c'est cela que dit effectivement la CNC. Pour que les gens comprennent mieux la CNC, il faut bien qu'ils prêtent attention à ces déclarations que je suis en train de faire. La CNC n'est pas contre que Ouattara soit candidat. Oui, la CNC n'est pas contre que Ouattara soit candidat. Mais ce que la CNC reproche, ce que la CNC ne veut pas, c'est que Ouattara soit candidat en violation de la Constitution et que nous, en tant qu'opposants, qui devrions continuer à nous attacher à cette Constitution-là, nous l'accompagnions dans cette situation d'illégalité, d'illégitimité. Nous disons qu'il y a une possibilité pour que tous soyons candidats en Côte d'Ivoire. Mais quel intérêt d'aller à une élection sans enjeu? Il faut aller aux élections avec Ouattara, le battre, pour démontrer aux yeux du monde qu'il est minoritaire. Donc ce que la CNC propose est ceci. Que les accords de l'INAS Marcoussis soient appliqués. Réactivés. Soit réactivés. D'ailleurs, ça a été réactivé à sa venue au pouvoir, puisque aujourd'hui il y a une loi contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. C'est issu de l'INAS Marcoussis. Il y avait 10 dispositions de l'INAS Marcoussis. 9 ont été appliquées, il reste une seule. Et la seule qui restait, c'était le référendum relatif à l'article 35. Dont la monture issue de l'INAS Marcoussis a déjà été proposée par l'INAS Marcoussis. Qu'est-ce que Ouattara attendait-il pour pouvoir organiser ce référendum? C'est pour cela que nous,
Nous, en tant qu'opposants, en tant que CNC, nous disons que pour que nous allions à une élection claire, transparente et juste, qui respecte les lois de notre pays, il faudrait que soit organisé le 25 octobre là, un référendum constitutionnel, au cours duquel nous tous nous allons appeler à voter oui. Parce qu'il s'agit de paix pour notre pays. Il s'agit de tranquillité pour notre pays. Les lois confligènes. Les lois confligènes. Mais c'est ce qu'a proposé Linas Makoussi. C'est parce que Gbagbo a voulu respecter Linas Makoussi qu'il a enlevé son premier ministre Afi N'Guessa pour nommer Seydou Diarra en son temps. Et quand Ouattara est venu aujourd'hui, je vous dis 10 dispositions de Linas Makoussi, il en a appliqué 9. La seule qui n'a pas encore appliqué, c'est l'article 35 de la Constitution. Or, de leur propre dit, lui et Soro, ils disent que c'est cela qui a entraîné la guerre. C'est cela qui a entraîné le conflit armé que nous avons connu. Mais si c'est ça la raison des morts que nous avons connus, il y a des gens qui se sont battus pour lui à cause qu'ils sont morts. Il y a des gens que ces gens aussi ont tués. Mais il faut libérer la Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes. Pourquoi garde-t-il en l'état cette disposition confligente de la Constitution pour vouloir organiser une élection et faire un passage en force? C'est pour cela que je vous dis, ici je le répète, la CNC n'est pas opposée à la candidature de Ouattara, mais nous voulons que cette candidature s'inscrive dans les normes constitutionnelles. Merci beaucoup, on vous a très bien compris. Alors, on va poursuivre et ce sera les 2 dernières préoccupations de cet entretien. Les organisations internationales et la société civile notent que toujours que la réconciliation est au point mort. La question des prisonniers politiques est devenue centrale. Alors, rejoignez-vous ceux qui disent qu'il faut forcément libérer Laurent Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire aille à la réconciliation. Je vous pose une question. C'est nous qui posons les questions. Oui, vous posez les questions, certes, mais je vais vous poser des questions à vous. Ok. Nous allons nous poser des questions. Monsieur, au soir des élections, selon des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, vous avez vu un Laurent Gbagbo affaibli. Moi, je l'ai vu, affaibli, qui disait à chaque instant, nous sommes tous Ivoiriens, je pense qu'il faut que nous nous retrouvions pour discuter. Que ceux qui ont envoyé Laurent Gbagbo me montrent un seul discours dans lequel Laurent Gbagbo, après les élections d'octobre 2010, a-t-il dit, bon, venez, nous allons faire la guerre. Dans tous les cas, ce n'est pas la guerre que nous allons terminer ce conflit. Que quelqu'un me montre ça. Vous êtes journaliste? Oui, nous savons bien que cela n'a pas été dit. Mais par contre, quand vous regardez au Golfe, on voyait M. Alassane Ouattara, flanqué de M. Soro Guillaume, qui disait, nous lui demandons de partir, s'il ne part pas, de toutes les façons, nous allons le capturer vivant. Et les hommes étaient en train de déjà attaquer, avec l'appui de l'ONUCI et de la force Licon, en train d'attaquer les Ivoiriens, sur tous les fronts. Qui a créé la guerre? Quand 2 candidats vont aux élections, et que l'un dit que j'ai gagné, et que l'autre dit que j'ai gagné, comment on appelle ça en droit? On appelle ça un contentieux électoral. Mais pour la première fois dans le monde, un contentieux électoral n'a pas été résolu par les voies requises. Gbagbo en a proposé une. Il dit, venez et recomptons les voix. Ouattara, c'est lui qui l'a refusé. Mais pourquoi voulait-il que Gbagbo ne conteste pas le résultat que lui, Ouattara, le président de la commission, là, a proclamé dans son camp? Pourquoi voulait-il que Gbagbo ne le conteste pas? Si tel était même un résultat réel, pourquoi voulait-il que Gbagbo ne le conteste pas? Il y a eu un complot international dont l'acteur principal était Ouattara. Il fallait mettre Ouattara au pouvoir à tous les prix. Et les gens ont usé de tout ce qu'ils voulaient faire. Vous êtes journaliste, mais il y a la conscience intellectuelle mondiale. Quand les Ouattara et les autres les gens se mettent à l'écran des télévisions pour dire non, Gbagbo a refusé de partir, il y a eu une guerre. Et donc, comme il a refusé de partir, il y a eu la guerre. Et donc, il y a eu 3000 morts. Donc, ça veut dire que c'est Gbagbo qui les a tués. Il a refusé de partir. Donc, c'est lui qui a fait la guerre. Donc, pour vous dire que, pour moi, Gbagbo n'a pas sa place à la haie. Ceux qui ont leur place à la haie sont à Abidjan. Et ce sont eux qui sont autorités à Abidjan. Qui font office d'autorité à Abidjan. Ce sont eux qui continuent à tuer, 5 ans après la guerre qu'ils ont faite à la Côte d'Ivoire, qui continuent encore à tuer les Ivoiriens. Et je vous dis que nous sommes là tout de suite. Vous allez apprendre encore que d'autres personnes ont été arrêtées. Nous tous qui sommes là, nous sommes des potentiels prisonniers ou des potentiels morts. Et nous l'acceptons, nous l'assumons. Nous l'assumons pour notre pays. M. Bayenok, on vous a compris, merci beaucoup. Et on va conclure notre entretien.
Mais par contre, on va tout de suite parler des victimes de la guerre, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Douekoué. Le président Ouattara vient de commencer l'indemnisation des victimes de guerre. 1,5 million ont été remis à certaines victimes et parents. Comment avez-vous accueilli cette action du chef de l'État? Et puis voilà. Quand on vous donne la liste des victimes de guerre, je vais vous donner l'information que les ONG qui disent qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire ont menti. Ont toutes menti à l'unanimité. Et quel est parce que le nombre, ce sont ces ONG qui ont suscité la guerre. Quel est le nombre il y a plus de 3000 morts. Puisque à Dieuque seulement, il y a eu plus de 1800 et quelques morts. À Dieuque seulement. Mais même après la guerre, les morts ont continué à être comptés. Quand vous allez à Lokodiro, oui, mais là on parle d'indemnisation. Le président peut indemniser. Oui, attendez que je vienne. Je termine ma réponse. Je suis en train de vous répondre. Voilà. Pour vous dire que, quand on nous parle d'indemnisation, quelles victimes on indemnise? Les victimes de la guerre, la crise de 2010. Quelles victimes de la guerre? Les victimes de la crise de 2010. Les victimes les victimes fabriquées, qu'on envoie à la haie pour témoigner contre Gbagbo? Ou quelles victimes? Les victimes sont à Dieuque, les victimes sont au Libéria, les victimes sont à Diblo, à tous les pleurs, et ils ne peuvent pas parler. Dites-nous qui les a une fois interrogés? Qui les a une fois interrogés? Les victimes sont là. On veut dédommager, on veut faire ça. Oui, mais il faut commencer par quelque chose. Le président Ouattara commence déjà par ceux qui sont là. Ça, c'est pas, on ne peut pas voter en plus de ceux qui sont là, il faut que, si on doit indemniser des victimes, il faut qu'on indemnise les vraies victimes, ça fait 1. Et 2, il faut qu'on indemnise toutes les victimes. Mais qu'est-ce que vous entendez par vraies victimes? Les vraies victimes, c'est que ceux qui sont indemnisés là, on ne sait pas par quelle alchimie on les a trouvés. Parce que je vous dis, les victimes de la guerre là, de la guerre de 2010, de la guerre électorale là, beaucoup sont au Libéria. Beaucoup sont au Libéria. Quand on a tenté par endroit de les faire rentrer en Côte d'Ivoire, quelque temps après, on suscite des problèmes et on dit, voilà, les gens ont attaqué l'Ouest. Toujours c'est là-bas on attaque. Abidjan, le palais présidentiel est à Abidjan ici, mais toujours c'est de l'autre côté là-bas on attaque. Le temps de mater, de continuer à tuer des gens. Je vais vous dire une chose, nous on n'est pas dans ces jeux-là. Voilà. Moi je suis ouais. Les victimes n'ont pas aujourd'hui de parole en Côte d'Ivoire. Vous allez dans le Mont Peko, vous allez dénombrer plus de 50 000 Burkinabés qui sont venus en faveur de la guerre pour prêter main forte aux hommes de M. Ouattara. Ils sont dans le Mont Peko. Ils sont dans les villages à l'ouest. Vous allez aujourd'hui dans tous les villages de l'ouest, les maisons ne sont pas habitées, ce sont des Burkinabés qui y sont. Donc quand on nous parle de victimes là, les victimes sont hors du pays. C'est vrai qu'il y a eu quelques victimes ici à Abobo, mais ce n'est pas en indemnisant ceux-là seulement qu'on dit qu'on est en train d'indemniser les victimes. Je pense que, et puis il faut bien entendu qu'on identifie ces victimes qui sont en train d'être identifiées. Oui, l'identification a été faite, les listes ont été remises au chef de l'État. Une commission a été créée pour identifier toutes ces victimes. Mais la commission là, qui a été créée là, elle s'appelle CDVR. Et cette CDVR a dit de rendre public, comment dirais-je, celui qui a présidé au destiné de cette CDVR. Non, ce n'était pas forcément la CDVR, il y avait une commission spéciale pour les victimes de guerre. Ah, mais commission spéciale des victimes de guerre. Oui. Mais ça a été créé récemment, c'est pas ça? Non, au début de sa prise de pouvoir, le président Ouattara a demandé que toutes les victimes soient recensées. Oui, toutes les victimes soient recensées. Mais ces victimes qui ont été recensées, elles ont été dans quel cadre? C'est ça. Ils ont été dans le cadre de la réconciliation. Voilà. Donc, la CDVR ne peut pas ignorer ces victimes-là. Maintenant, on dit publier la liste de ces victimes. Publier, bien entendu, comment dirais-je, les résultats de la CDVR. Parce qu'en publiant les résultats de la CDVR, on doit avoir normalement la liste de ces victimes dedans. Pourquoi les gens se refusent à le faire? Voilà, M. Baïnok, merci d'être passé sur notre plateau. Nous sommes au terme de cet entretien. Avant de nous séparer, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de vos militants de Paris, ceux qui désormais ont décidé de vous rejoindre au CRI? Je voudrais avant tout vous dire merci parce que vous avez posé quand même toutes les questions qui sont d'actualité. Voilà. Et dire que la Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. La Côte d'Ivoire traverse un moment difficile, un moment qui appelle la conscience de tous les citoyens ivoiriens.
qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est, qu'il soit du centre, nous avons tous intérêt aujourd'hui à parler pour notre pays, à penser et réfléchir à nos concitoyens qui meurent sous le poids de la répression, sous le poids des assassinats continus qui se font régulièrement à Abidjan. Nous avons donc besoin de nous unir dans ce moment de tristesse, parce que la Côte d'Ivoire traverse un moment de tristesse. Ce que vous constatez le plus souvent, vous entendez, c'est-à-dire les chiffres de croissance à double vitesse là, oui, ne sont que du leurre. Parce que quand il y a croissance, généralement, cela devait pouvoir avoir un sens dans le panier de la ménagère. On n'a jamais constaté ça en Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire traverse un moment meurtri. Il est bon donc que tous les Ivoiriens comprennent cela. Si nous-mêmes ne libérons pas notre pays, personne d'autre ne le libérera à notre place. Oui, je ne suis pas pour ceux qui sont dans les discours du genre « la France va faire ceci ». Je ne suis pas pour ceux qui sont dans les discours du genre « les États-Unis vont faire ceci ». Les Tunisiens ont libéré leur pays au moment où la France de Nicolas Sarkozy n'était pas prête à soutenir le peuple. Mieux, cette France était prête à aller soutenir le régime en question. Oui. Ça doit être une leçon pour chacun de nous. Aujourd'hui, l'ouest de la Côte d'Ivoire est envahi par des guerriers, des soldats que Ouattara a fait venir du Burkina. Ils ont envahi toutes les forêts de l'ouest. Mieux, ils créent des villages autour des villages de l'ouest. Et aujourd'hui, notre gouvernement dit qu'il faut aller les relocaliser. Les sorties du Mont Peko pour aller les relocaliser. Comment peut-on relocaliser quelqu'un qui est venu faire la guerre? Un clandestin. Un clandestin qui n'a jamais été localisé, qui n'a jamais eu de domicile. Comment peut-on relocaliser un voleur, un bandit qui est venu, qui a pillé des richesses, des forêts classées, hein, des sites protégés? Alors qu'au Burkina Faso, il y en a des sites protégés. Il y a des forêts, des terres classées au Burkina, que le gouvernement burkinabé défend avec acharnement. Pourquoi notre gouvernement nous laisse-t-il être livrés à nos voisins? Donc, j'interpelle tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Il ne s'agit pas, on a créé les partis politiques pour le bien-être des citoyens. Quand des partis politiques doivent être donc des raisons de souffrance, des causes d'amertume, je pense qu'il faut s'en détourner pour essayer d'adhérer à ceux qui continuent encore le combat. C'est cela qui est important. Un parti politique n'est pas du fétichisme. Adhérer à un parti politique n'est pas du fétichisme. Pour dire que c'est mon parti politique, si c'est bon ou mauvais, je dois y être. Non, non, non. Chacun doit pouvoir apporter, partout là où il se trouve, sa contribution au bien-être de tous ses concitoyens. Le but de la création de nos partis politiques, c'est d'apporter de bien-être à nos populations, pas à nos clans. La politique de communautarisme qui est en marche à Abidjan est dangereuse. La politique de rattrapage qui est en marche à Abidjan est dangereuse. Et la politique d'indiscipline, surtout que le gouvernement pratique aujourd'hui, qui consiste à ne discuter avec personne, alors que hier, eux, étaient constamment en discussion avec les autorités en place, est dangereuse. Il faut que les Ivoiriens se mobilisent maintenant pour mettre fin à cette forfaiture qui, dangereusement, est en train de nuire à notre pays. Merci beaucoup, M. Baïnok, téléspectateur d'Event News TV. Vous l'avez constaté vous-même, il n'a pas sa langue dans la poche. Nous recevions M. Baïnok, le président du CRI. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro et à bientôt. Merci.